ambassadrice du Zimbabwe au Sénégal. Vous êtes une membre de la première heure du MDC, Movement for Democratic Change du Zimbabwe. Vous êtes aussi la première femme blanche à être élue au bureau exécutif du MDC. Ça nous étonne un peu parce qu'on taxe toujours monsieur Mugabe d'anti-blanc, de raciste, et pourtant vous êtes une femme blanche et vous êtes ambassadrice au Sénégal. Oui. Bon, mais en effet, c'est un peu la preuve que les médias diabolisent un peu la situation au Zimbabwe en général. Et surtout, probablement, le président Mugabe. C'est lui qui a choisi de me nommer ici, au Sénégal. Là que je suis ambassadeur, je ne fais plus la politique. Je représente tout le pays, tous les partis, et surtout le parti au gouvernement. Mais c'est vrai que c'est un peu étonnant parce qu'on est tellement influencé par ce qu'on a lu et vu à la télé. Tout à fait. Que les Blancs... Parce que c'est l'un des présidents les plus diabolisés au monde. Et paradoxalement, on a vu lors des obsèques du président Mandela qu'il a été le plus applaudi, le plus ovationné par toute l'audience du stade. Et c'est quelqu'un qui est beaucoup aimé en Afrique du Sud. En effet, et je trouve aimé partout ailleurs en Afrique aussi. Tout à fait. J'ai trouvé dès mon arrivée ici au Sénégal que dès que je dis je suis zimbabwéenne, la réponse immédiate c'est « Ah, président Mugabe !» tout de suite, sans hésitation. Et on admire beaucoup et ça m'a beaucoup réjoui. C'est vrai que je disais tout à l'heure, vous étiez une militante de la première heure. Vous avez eu à subir beaucoup de, je dirais, vous avez eu à subir dans votre chair tout ce que vous avez pu faire en politique au Zimbabwe parce que vous avez été blessé lors de manifestations au Zimbabwe. C'est un combat qui vous tient vraiment à cœur. Oui, le Zimbabwe, c'est mon pays. J'adore le Zimbabwe. Vous êtes d'origine américaine, vous avez été naturalisé seulement en 1990 au Zimbabwe. Oui, c'est ça, parce que, en effet, j'ai passé que 11 ans aux États-Unis. Ma mère s'est remariée et on est parti tout de suite en Angleterre, où j'ai fait mes études secondaires et universitaires. Et presque tout de suite après l'université, je suis venue en Ouganda, en effet. Mais j'ai passé maintenant 34 ans au Zimbabwe. Comparé à 11 ans aux États-Unis, quand j'étais toute petite, c'est la grande partie de ma vie. J'ai choisi de mettre mes racines là, et c'est mon pays. C'est vrai. Actuellement, on a vu que le président Mugabe continue à défrayer la chronique parce qu'il parle maintenant de se réapproprier toutes les terres qui sont aux fermiers blancs et qui veulent redistribuer aux Noirs. C'est vrai qu'il avait essayé de faire la même chose depuis 2009. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Est-ce que vraiment c'est une politique qui réussit? Bon, mais écoutez, cette histoire de redistribution des terres est une histoire qui a commencé en 1980, à l'indépendance, en effet. Et pendant à peu près 19 ans, jusqu'à... C'était 1997. Le système était vendeur volontaire, acheteur volontaire, willing buyer, willing seller, on dit en anglais. Mais il fallait toujours offrir les terres au gouvernement avant d'offrir aux autres. Et, mais en 1997, on avait choisi d'essayer de résoudre définitivement la redistribution des terres. Et alors, on avait fait appel au gouvernement britannique qui avait promis sous le gouvernement conservatoire de récompenser. Mais là, le gouvernement avait changé, c'était un gouvernement Labour, travailliste. Et le ministre de coopération internationale, Claire Short, c'était une dame, malheureusement, moi je suis dame,
Elle a dit non, 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 le gouvernement a changé. Nous, on n'est pas responsable pour ce que les autres avant avaient promis. Alors, le gouvernement avait refusé de tenir leurs promesses, en effet. Et c'est ça qui a lancé un peu la violence et tout ça. La violence aussi, c'est commencé surtout en 2000, mais ça c'est une autre chose, contestation de pouvoir et tout ça. Mais même là, 1997, c'était déjà une confrontation entre la Grande-Bretagne et le Zimbabwe du point de vue de la terre. Tout à fait, parce qu'on voit que le voisin sud-africain aussi a le même problème. Ça faisait partie des promesses électorales de M. Zuma de dire qu'ils vont effectivement accélérer la cadence, comme on dit un peu chez nous, parce que depuis que le régime est devenu démocratique en Afrique du Sud, il paraît que ça n'a pas beaucoup bougé. Peut-être qu'ils en sont à 10% ou 20% de redistribution des terres de manière effective. Donc au Zimbabwe, est-ce que vous pensez que le président Mugabe pourra réussir? Mais maintenant, depuis l'an 2000, presque toutes les anciennes fermes commerciales, les très grandes fermes, ont été redistribuées. Il y a très peu qui restent. Parce qu'on dit qu'il reste 150 quand même grands fermiers qui... 150, peut-être, mais ça c'était sur 4500 à peu près au début, en l'an 2000. Alors il y a très peu vraiment. Tout à fait. Bon, on va voir, mais je crois que aussi le président Mugabe, là dans le discours dont vous parlez de la semaine dernière, il s'attaquait un peu aussi aux fermiers noirs, en effet, qui avaient pris des fermes, ces fermes, et puis avaient réinvité les anciens fermiers. Parce que ça, c'était ça qui... C'était ma question suivante, en fait, parce que je me dis qu'en dehors de tout problème racial, en dehors de tout problème, dirons, voilà, démagogique, est-ce que vous pensez réellement que le fait de retourner les fermes, les terres aux Noirs, est-ce que ça a été bénéfique de manière concrète à l'économie zimbabwéenne? Est-ce que les fermiers noirs sont aussi efficaces que les fermiers blancs? On parle vraiment de manière vraiment très pragmatique. Mais écoutez, c'est un cas tout à fait différent parce que les grandes fermes commerciales, la plupart de leur production, c'était pour l'exportation, vous savez. Et là, maintenant, c'est plutôt pour la consommation domestique. L'autosuffisance alimentaire. Et alors, il y a ça aussi. Toute l'économie a changé. Alors, il n'y a pas l'exportation, la grande exportation comme avant, mais par contre, les paysans, ils réussissent à se nourrir, je trouve. Ouais. Tout à fait. Je vais passer la parole à mes camarades, en commençant par Nina. Merci. Je commencerai par dire que c'est un plaisir de recevoir Madame l'ambassadrice ici. Et ça nous permet de parler un peu du Zimbabwe parce que pour beaucoup d'Africains, ils n'entendent parler que du président Mugabe et à un certain moment, on entendait parler de Morgan Tsvangirai, opposant ferme qui voulait réellement que les choses changent dans ce pays. Mais vous avez été, parce qu'aujourd'hui vous êtes diplomate, donc vous représentez tout un pays, mais vous avez été membre du MDC, vous êtes toujours membre du MDC, mais vous ne militez plus. Qu'est-ce qui vous a poussé à militer dans le parti de M. Tsvangirai? J'ai toujours été intéressée à la politique, en effet, depuis mon enfance. Mais pendant longtemps, je n'avais pas la nationalité
du pays où je vivais. Par exemple, en Angleterre, j'étais américaine. Et puis, quand on est parti avec mon mari à l'époque en Afrique, il était expatrié et j'avais pris la nationalité. Alors, je ne pouvais pas non plus m'impliquer à la politique. Mais quand finalement on s'est établi au Zimbabwe, on a décidé que moi surtout, j'allais rester là-bas. Et alors, quand j'ai pris ma citoyenneté, j'ai eu le droit de participer à la politique. Et alors, en même temps, il y avait, à l'époque, c'était avant le MDC, en effet, il y avait un prédécesseur qui était le Forum Party, qui m'attirait beaucoup parce qu'on était en effet un peu déçus des progrès après l'indépendance, le progrès fait par le parti au pouvoir, qui est maintenant au pouvoir toujours, mais parce que les promesses à l'indépendance, c'était la richesse pour tout le monde, les terres pour tout le monde, et en effet, dans les 10 ans, la pauvreté restait et les fermes la terre n'était toujours pas redistribuée. Alors la lenteur était très critiquée. Moi aussi, je trouvais que c'était trop long. Alors quand il y avait ce nouveau mouvement avant le MDC, je me suis intéressée et alors je me suis impliquée en 92 en effet. À la politique, avant le MDC, oui. Et après, vous avez intégré le MDC parce que vous pensiez que, est-ce que c'était Morgan Tsvangirai qui aurait pu peut-être résoudre les problèmes qu'on n'arrivait pas à résoudre depuis l'indépendance, et avec toutes les promesses qui ont été faites par le président Mugabe, qu'on sait qui a été le leader, qui a été le porteur du combat de la libération, quoi qu'on dise. C'est une grande figure en Afrique australe, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le Zimbabwe. Mais justement. Et par rapport à cela, je disais tantôt, est-ce que vous pensiez qu'à l'époque que Morgan Tsvangirai était le candidat qu'il fallait et la personne qu'il fallait pour changer un peu ce que le Zimbabwe vivait? Oui, c'était mon opinion, sinon je ne me serais pas intégrée en effet dans le parti. Mais vous savez, ou peut-être vous ne savez pas, le MDC c'était surtout le parti travailliste. C'était organisé par les syndicats. Et alors, c'était les travailleurs surtout qui étaient impatients, qui voulaient le changement. Et moi, j'avais beaucoup de sympathie avec ces gens-là. Et les syndicats, les ouvriers et même les paysans, ceux qui travaillaient dans les fermes, les grandes fermes, ne partageaient pas les richesses, n'avaient pas reçu ce qu'on leur avait promis, en effet. Alors, c'était la déception. Alors, je partageais les sentiments des syndicats, c'était ça. Ouais. Aujourd'hui, la position du Zimbabwe, parce que Alune a parlé un peu de l'économie en parlant de l'agriculture, moi je suis beaucoup plus intéressée par le fait que le Zimbabwe a du diamant. Et quand on parle du diamant, on parle du processus de Kimberley. Alors, où est-ce qu'on est le Zimbabwe aujourd'hui par rapport au processus de Kimberley? Parce que nous savons qu'il y a eu des conditions qui ont été imposées au Zimbabwe afin de pouvoir vendre un certain quota à l'international qui puisse permettre à l'économie du Zimbabwe de pouvoir renaître. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ce processus de Kimberley? Bon, mais depuis à peu près 2 ans, je crois, on est approuvé par le processus Kimberley. On nous a approuvé. On a le droit de vendre nos diamants. Et en effet, je crois que c'était même au mois de novembre dernier, on a fait une vente aux enchères en Belgique. Pas mal de diamants. Et cette année, on a vendu des diamants à Dubaï et encore une deuxième ou même une troisième vente aux enchères en Belgique. Alors, on a le droit de vendre les diamants, ça c'est sûr. Merci beaucoup, Excellence. Bonsoir, Excellence. Bonsoir. On est vraiment ravis de vous recevoir sur ce plateau aujourd'hui.
Et d'autant plus que d'habitude, quand on parle du Zimbabwe, c'est chaque fois, comme vous le dites, le nom du président Mugabe qui revient. On parle souvent de son âge avancé, est-ce qu'il peut toujours diriger le pays, ou bien de sa relation avec les Blancs. Mais économiquement, je voulais savoir, aujourd'hui, 34 ans après l'indépendance, où est-ce que vous en êtes exactement? Est-ce que la situation a avancé ou bien est-ce que vous avez régressé, très objectivement? On a fait des progrès quand même en 34 ans. Parce que les progrès, oui, c'est l'économie, mais c'est aussi la société, n'est-ce pas? Et quand on a un grand changement, comme une révolution ou un changement comme l'indépendance, puis on redistribue les richesses qu'on a et on a des programmes, par exemple l'éducation. Le Zimbabwe est le pays avec le niveau alphabétisme le plus élevé en toute Afrique. Hein. Et ça, c'était pas comme ça avant l'indépendance. Alors, surtout dans le secteur éducation, on a fait vraiment beaucoup de progrès. Et dans la société aussi, hein, on a des cliniques partout, le système santé, tout ça, beaucoup évolué et développé. Alors, en principe, les citoyens zimbabwéens, surtout les citoyens noirs, qui est la très grande proportion, c'est 18%, peut-être 19%, leur situation a amélioré, ça c'est sûr. C'est surtout du point de vue égalité et droits de l'homme. Parce que quand on regarde les médias, on a l'impression, en tout cas les médias occidentaux, on nous décrit Mugabe comme s'il s'agissait d'un dictateur qui n'est pas aimé par son peuple. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement? Que la population en ce moment, est-ce qu'ils sont satisfaits ou bien voilà, est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire, surtout sur le plan social par rapport à la majorité de la population? Est-ce qu'ils s'en sortent économiquement? Bon, mais écoutez, le président Mugabe a gagné l'élection de l'année dernière. C'est-à-dire que la plupart des Zimbabwéens ont voté Mugabe. Ils n'ont pas voté pour Tsvangirai. Mais ça veut dire quelque chose. Parce qu'ils n'auraient pas voté Mugabe s'ils n'étaient pas contents, je trouve. Mais il n'y a pas eu de trucage au niveau des élections? Non, finalement, même, je crois, la plupart des pays, même en Europe, ont accepté qu'en effet, il avait bien gagné. Il a gagné l'élection. Oui. Madame l'ambassadeur, bonsoir. Bonsoir. C'est une joie imprescriptible, inqualifiable que j'éprouve actuellement par le simple fait de vous retrouver autour de ce plateau ce soir, compte tenu du fait que, comme l'ont très bien dit mes très chers frères et sœurs avant moi, vous êtes une ambassadrice blanche représentant un pays dirigé par un politicien que tous les médias occidentaux, sans aucune exception, qualifient, ce qu'on appelle souvent les médias mensonges en tout cas, qualifient de président anti-blanc. Vous avez un parcours politique atypique, mais fait de volonté, d'abnégation. Personne ne peut le nier. Et la première question que j'ai envie de vous poser, elle retombe sur cette notion de l'actualité. J'aimerais que vous nous expliquiez, vous qui êtes ambassadrice donc, de ce Zimbabwe, et donc extension du président Robert Mugabe, lorsque on lit par exemple les dépêches de RTL, RFI ou autres, on apprend que M. Mugabe, vous avez répondu en partie, mais je veux vraiment qu'on se concentre sur cette thématique, que M. Mugabe donc, a décidé de chasser les derniers fermiers blancs qui restent au Zimbabwe. Et évidemment, ces titres de médias, donnés par des médias qui sont discrédités pour une grande partie de l'humanité, mais qui ont un pouvoir d'information, quoi qu'on en dise, assez énorme, ça a suscité en Occident beaucoup de réactions. D'occidentaux qui, même ceux qui se disent anti-impérialistes ou qui se disent être dissidents, traitent Mugabe de raciste anti-blanc sous prétexte que ces médias disent qu'il aurait chassé. Alors qu'en est-il réellement? Est-ce que ce sont des fermiers blancs qui ont été véritablement
expropriés ou il y a une complexité qui se cache derrière ces annonces données dans les médias? Bon, comme je vous ai dit que ce discours fait la semaine dernière, c'était causé par les fermiers qui avaient reçu des grandes fermes ou des grandes portions de fermes et au lieu d'eux-mêmes faire l'agriculture, ils ont invité les anciens fermiers à s'y installer et en effet continuer leur mode de vie. Et puis ils trouvent que ce n'est pas honnête, c'était pas ça l'idée. Mais ça concerne surtout les grands fermiers, parce que les petits paysans, ce n'est pas eux. C'est pas on a deux systèmes, le A1, ça c'était le A1, et qu'il a distribué comme des titres. Mais les fermiers qu'il critiquait dans ce discours, c'était les fermiers A2. Les A2 ont les grandes fermes. Et c'était des fermiers. Donc, si on doit vraiment bien contextualiser et bien rappeler, vous êtes en train de nous dire que, en gros, le président Mugabe, excusez-moi, a blâmé les fermiers noirs qui ne se sont pas suffisamment autodéterminés et qui ont choisi la voie de la facilité en rappelant des fermiers blancs plus expérimentés. En gros, c'est ça. Voilà, c'est exactement ça. Mais c'est extraordinaire, si Aline me permet, le fossé exceptionnel qu'il y a entre la manière dont on veut nous présenter le président Mugabe comme un hystérique anti-blanc et la manière dont en réalité il est sévère en priorité vis-à-vis de son peuple. Et même quand on dit sévérité, c'est peut-être pas le terme adéquat. Il veut les pousser à devenir efficients. Mais voilà, c'était ça. Et puis justement, il a dit en effet que vous n'êtes pas honnête. On a organisé que vous ayez ces grandes fermes, mais vous ne faites pas le travail. Et vous invitez les Blancs à faire ce que vous devez faire. Et en effet, il avait dit, et c'est sur le rapport, si vous lisez bien, il avait dit, j'ai une liste de 35 fermiers, je crois, qui ont invité les Blancs à revenir dans les fermes et à faire continuer leur agriculture. Mais si on doit être sincère, continuer dans cette sincérité du moins, ne pensez-vous pas que c'est finalement, sur notre objectif, un cruel désaveu aussi de la part de nous autres Africains, d'accord, de constater que certains fermiers qui ont eu accès, quelque part, à cette libération, à cette réappropriation des terres, ont préféré, plutôt que d'essayer de la travailler, ont préféré rappeler des personnes qui s'étaient octroyées ces terres-là dans des conditions qui n'étaient pas forcément des plus morales d'un point de vue politique. Est-ce que ce n'est pas un échec, quelque part, de cette volonté d'indépendance? Je vous pose cette question, même si je n'y crois pas forcément, mais je me fais l'avocat du diable, entre guillemets, c'est le cas de le dire. Est-ce que ce n'est pas un échec de la part des indépendantistes qui pensaient véritablement être capables de tout gérer tout seuls? C'est peut-être ça, et je crois que c'est aussi ça qui a déçu le président Mugabe, et pourquoi il était tellement fâché, en effet, qu'il a vraiment attaqué, parce qu'il se sent un peu déçu, je crois, justement, avec tous les efforts qu'on a fait depuis 34 ans. Par extrapolation, je veux dire, en Afrique, dans toute l'Afrique, est-ce que nous travaillons assez? Nous sommes les premiers à nous plaindre, à faire dans la victimisation, mais est-ce que nous travaillons assez? C'est vrai. Est-ce que c'est pas à chaque fois, on se dit qu'il y a trop de Blancs qui viennent nous spolier? Est-ce que ce n'est pas eux qui boostent l'économie, en fait? Est-ce qu'on si on nous laissait travailler tout seul, est-ce qu'on pourrait le faire? Je ne sais pas si Abdulaziz Mbacké a quelque chose à dire par rapport à ça. Je commence par remercier de cette opportunité que vous nous donnez. Bon, tout juste peut-être pour réaffirmer le grand plaisir qu'on a à recevoir Madame l'ambassadrice, qui en fait nous a rappelé donc l'œuvre de diabolisation du président Mugabe de la part des médias occidentaux. Même si peut-être tout n'est pas parfait dans ce qu'il a fait, quand même c'est, disons, l'un des derniers Mohicans peut-être qui ose peut-être dire non à l'Occident. Je pense que ça c'est important. Et donc je pense que c'est le plus important. Et par rapport à ce qu'on dit sur les fermiers noirs peut-être qui ne travaillent pas assez,
Et pour un peu extrapoler à l'Afrique, est-ce que vous pensez que nous travaillons assez comme nous devrions? Je pense en effet que c'est un problème très profond et assez global en Afrique. Comme l'a dit tout à l'heure Kémy, c'est vrai que nous les Africains, nous avons trop tendance à nous plaindre, mais à ne pas, vis-à-vis de l'autre, mais à ne pas regarder assez lucidement et froidement nos propres responsabilités sur notre situation. Et je pense que le cas que vient de décrire Madame l'ambassadrice, donc confirme qu'effectivement, il y a beaucoup de choses que nous les Africains devrions revoir donc de plus près si nous voulons vraiment donc progresser. Au lieu de nous contenter à toujours jeter la pierre à l'Occident et aux grands méchants blancs, je pense qu'il y a beaucoup de grands méchants noirs chez nous. Pour rapidement rajouter une petite chose, si tu permets, à l'une. Madame l'ambassadeur, vous n'avez pas la sensation aussi que les difficultés qu'ont rencontré ces fermiers noirs, si on doit mettre une catégorie raciale, même si ce n'est pas forcément notre plaisir de préciser cela, est due aussi aux sanctions que le Zimbabwe a rencontrées durant ces années après que le président Mugabe, sans rentrer dans une victimisation, je le précise bien, je veux qu'on soit vraiment clair dessus, après que le président Mugabe ait poussé les siens à aller dans cette démarche d'indépendance. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à ces sanctions-là? Et c'est ce qui a entraîné quelque part des grosses difficultés pour que ces terres puissent être le mieux travaillées. Parce qu'on dit toujours, quand les Blancs arrivent, c'est vrai que les choses, objectivement, quand ils travaillent les terres, on peut ne pas être d'accord avec la manière dont ils gèrent le pays. Et en tant qu'anticolonialiste, de manière frontale, on était en désaccord réel avec la manière dont l'oligarchie de la période coloniale gérait le Zimbabwe par rapport à la manière dont nous-mêmes, nous autres Noirs, entre guillemets, on était traités. Mais de l'autre côté, lorsqu'il y a eu la décolonisation, aussi, il faut dire que, vu le discours autonomiste du président Mugabe, bon nombre de sanctions ont été aussi apportées vis-à-vis du Zimbabwe qui n'ont pas facilité le travail de ces terres-là, quelque part, et n'ont pas permis une meilleure organisation en ce qui concerne, quelque part, la redistribution des richesses. Qu'est-ce que vous dites de cela? Bon, mais les sanctions, surtout les sanctions des dernières 14 ans, 12 ans en effet, c'était amené justement après la contestation du pouvoir par le MDC. Et puis ces sanctions-là, depuis bien longtemps, même le MDC avait dit qu'il faut laisser tomber ces sanctions parce que ça ne sert à rien. En effet, c'est une excuse. On dit, bon, mais on ne peut rien faire parce qu'il y a à cause des sanctions. Alors, en effet, on a dit ça depuis bien longtemps. Tous les Zimbabwéens sont d'accord. Tous les partis sont d'accord. Et qu'est-ce que vous dites des gens qui disent que le MDC est un parti qui est soutenu grandement par des puissances qui veulent déstabiliser le président Mugabe? Qu'est-ce que vous dites de cela? Bon, mais écoutez, je vous rappelle que je ne fais plus la politique. Je sais bien. Bonne précision, hein? Non, mais je vais répondre. Et en effet, je me suis retirée, en effet, j'ai bien vraiment. Compris. Et puis, j'étais même dans l'autre, j'étais pas avec... Je sais bien, vous savez, puisque vous avez été agressé par des gens de cette fonction. Exactement. Voilà. Alors, bon, mais maintenant, j'ai perdu la pensée. On parlait du... Pas financé par... le financement. Voilà. En effet, c'est vrai. C'est vrai que les financements venaient d'ailleurs. Et au début, en effet, malheureusement, et c'était le vidéo au début dont j'ai très honte, on a fait des réunions dans les clubs de fermiers blancs pour avoir de l'argent. Et il y a des fermiers blancs qui écrivent des chèques et on a montré tout ça à la télé. Et c'est ça qui a enragé le président Mugabe et le parti au pouvoir, avec raison, parce que bon. Et puis après, c'était plutôt les gouvernements. Quand la grande partie des fermiers étaient chassés, c'était là les États-Unis, l'Angleterre, qui finançaient pas directement nécessairement, mais et aussi ONG, souvent. Et la société civile et le mouvement des syndicats et tout ça. Et c'est comme ça qu'on influence. Mais en effet, et voilà. Merci pour votre réponse très claire. Nous avons été très heureux de vous avoir sur ce plateau.
on aimerait bien que vous restiez peut-être pour qu'on termine juste l'émission avec monsieur, Oui. monsieur Abdelaziz Mbacké, qui est un chercheur, un grand chercheur sénégalais, malgré son jeune âge, qui fait beaucoup de recherches principalement sur le mouridisme, et qui a sorti un livre, un essai sur la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba qui s'intitule Khidma, qui unanimement nous avons trouvé que c'était un ouvrage de très haute facture, de très haute qualité, qui sur à peu près 400 pages où vous essayez de nous montrer ce qu'il en est réellement des relations entre les mourides et le pouvoir politique au Sénégal. C'est vrai que la khidma, c'est vrai qu'elle est un peu galvaudée. Tout le monde parle de servir, même en dehors du monde du mouridisme. On voit que voilà, tous les hommes politiques parlent de servir depuis toujours. Nous, on a grandi avec ce discours du président Diouf qui parlait de servir. On voit aussi aujourd'hui servir Dakar, servir le Sénégal. Je pense que le Premier ministre Abdoul Mbaye aussi vient de sortir un livre qui s'appelle Servir. On espère pouvoir le recevoir à la rentrée. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que cette vision du service dont parle le Cheikh est la même que cette vision du service qui est beaucoup plus peut-être profane? Voilà, donc je commence d'abord par vous remercier de cette opportunité que vous nous donnez. Serigne Aline, Serigne Kémi, Serigne El Habib et Sokhna Nina. Donc, et vous souhaite, vous présente nos vœux pour le mois de Ramadan. Merci beaucoup, voilà. Donc, pour répondre à votre question, je pense que si on analyse bien le discours des hommes politiques, la plupart des hommes politiques au Sénégal, on se rend souvent compte que il y a un problème d'adéquation entre les discours, la théorie et la pratique. Je pense que ça, c'est un constat que beaucoup d'entre nous ont fait. Un constat qui prouve malheureusement que la politique, au lieu d'être un sacerdoce, une mission à laquelle un citoyen qui estime devoir apporter sa modeste pierre à l'édifice de la nation doit s'investir, est malheureusement devenue une sorte de sinécure. Donc voilà. Donc là, je pense que je n'ai pas trop besoin d'insister sur toutes ces réalités que nous vivons tous. Et je pense que les dernières élections locales et le taux d'abstention assez frappant, quand même, est quelque part un symptôme de ce désamour entre les populations et une grande partie de la classe politique. Donc c'est là tout simplement pour dire que malheureusement, ceux qui emploient les mots servir, quand on analyse leur démarche et leurs actions au quotidien, on ne sent pas ce service réellement au niveau des populations. Je pense que si la majorité des hommes politiques s'étaient sincèrement engagés au service des populations et des masses, je pense que le Sénégal aurait dépassé le stade auquel il est actuellement. Ça c'est mon avis. Maintenant, bon, rapidement peut-être, puisque l'objet de cette invitation est l'ouvrage que nous avons donc écrit, qui s'appelle Khidma, la vision politique Cheikh Ahmadou Bamba. Peut-être qu'il ne serait pas mal de rappeler peut-être les motivations qui nous ont un peu poussé à écrire un tel essai. Donc vous n'êtes pas sans savoir que la question des relations entre le pouvoir temporel et religieux, comme on dit, à travers le monde, mais surtout au Sénégal, a toujours été une question vraiment très débattue, de façon, voilà, avec le cœur. Donc les gens qui parlent de ça, les marabouts, les politiciens. Donc c'est une question qui est très controversée, et surtout au Sénégal. Il suffit de regarder les médias, de lire la presse, et de regarder aussi la recherche académique qui a été consacrée à ce sujet-là pour se rendre compte que c'est un sujet très, très, très riche et très intéressant qui voilà. Donc, maintenant, ce que nous avons essayé de faire, c'est que nous avons constaté que la plupart des acteurs médiatiques, politiques ou religieux même, qui se prononçaient sur cette question-là, à notre avis, ne le faisaient pas avec le recul nécessaire. C'est-à-dire, et ça, c'est au-delà même de cette question, je pense que c'est un problème parce que ce que nous avons pu constater, c'est que vous avez parfaitement raison, surtout dans le domaine du mouridisme. Parce qu'on a vu peut-être dans le domaine en ce qui concerne la biographie de Cheikh El Hadj Malick, on a vu des auteurs comme le professeur Awan Bey qui a produit des ouvrages
avec une recherche scientifique et beaucoup d'objectivité. En lisant ce livre, je me suis dit que peut-être c'est ce que vous avez essayé de combler un peu ce vide, parce que moi aussi vraiment je voyais aussi qu'il y avait ce manque par rapport à ce qui avait été fait par ailleurs, il y a beaucoup d'ouvrages, c'est vrai, sur le Cheikh, mais que ce soit un ouvrage de cette haute qualité scientifique et d'une certaine objectivité, c'est vrai que c'est ce qui manquait un peu. Voilà. Donc, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, donc, quand j'ai analysé les discours, donc, personnellement, nous avons vu qu'il y avait plus une dimension idéologique des deux côtés, aussi bien du côté de ceux qui sont foncièrement contre la typologie des relations, aussi bien que ceux qui essaient de les défendre. Voilà. Maintenant, fort de ce constat, nous avons essayé donc de combler ce gap-là. En quoi faisant? En essayant d'approfondir la réflexion et d'aller à la quête des documents qui, à notre avis, pouvaient expliquer, documents historiques, scientifiques, etc., qui pouvaient expliquer la typologie actuelle de ces relations-là que d'aucuns nomment le contrat social sénégalais. Voilà. Maintenant, en essayant de faire ce travail-là pour clarifier le débat, et naturellement, il y a eu un certain nombre d'obstacles. L'un des obstacles, c'est que la recherche, l'état de la recherche sur le mouridisme et sur l'islam en général, en Afrique de l'Ouest, pour nous laisser à désirer. C'est pourquoi je l'appelle dans mes écrits recherche rampante, crowding studies. Donc pour nous, de Marty à Coppens à O'Brien, donc tous les grands chercheurs qui ont eu à travailler sur l'islam, ce qu'ils appellent l'islam noir. Donc leurs travaux ont été négativement impactés par un regard raciste quelquefois, leur préoccupation colonialiste ou administrative. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a quand même pas mal de biais dans ces recherches-là. Donc nous étions obligés de dépasser cette recherche académique pour aller maintenant à la source. Ce que j'appelle la source, c'est pour ce qui s'agit du cas du mouridisme, parce que quand on parle de politique et de religion au Sénégal, c'est surtout les mourides qui sont concernés. Donc, pour aller maintenant à la quintessence du message du mouridisme, qui n'est autre chose pour nous que les écrits de Serigne Touba. C'est pourquoi je dis, donc, dans les premiers chapitres, n'est-il pas temps de donner enfin la parole à Serigne Touba? Parce que qu'est-ce que j'ai remarqué? La plupart de ceux qui parlaient, aussi bien au nom de la communauté, beaucoup d'entre nous le faisaient à travers leur prisme personnel, mais pas à travers le patrimoine. C'est comme je dis, toute proportion gardée, c'est comme si on essayait de comprendre certaines questions en rapport avec l'islam sans aller à la source du Coran et de la Sunna du prophète. Donc bon, c'est maintenant... Même le mot mouridisme, même le mouridisme en tant que comment on dit, confrérie ici. Vous dites que c'est peut-être pas une confrérie en tant que telle. Parce que vous dites que, car il faut savoir, dans la perspective de Cheikh Ahmadou Bamba, le mouridisme n'existe pas en tant que tel. Ce qui existe, ce sont l'islam et les musulmans. Ce qu'on appelle mouridisme n'est autre que, à ses yeux, que l'appel universel qu'il a reçu lors de proclamer pour convier tous les êtres humains sans coordonnées raciales ou ethniques à ranimer la flamme de l'islam éternel et à lever très haut, et pour toujours le flambeau du message prophétique. Donc, vous le précisez là-dedans, et c'est ce qui est vrai en fait. Voilà, donc là c'est ce que j'appelle la fiction confrérique du mouridisme. Parce qu'en fait, moi je distingue dans mes analyses deux types de mouridisme. Comme je l'ai dit, il y a ce que j'appelle le mouridisme doctrinal, qui est la pensée et la démarche de Cheikh Ahmadou Bamba lui-même, en tant que soufi, penseur musulman. Et de l'autre côté, il y a ce que j'appelle le mouridisme sociologique, qui représente la communauté humaine qui s'est attachée à lui et qui essaie de matérialiser la vision qui est dans le mouridisme doctrinal. Maintenant, le mouridisme doctrinal, comme je l'ai dit, et là c'est très facile à vérifier, hein, parce que Cheikh Ahmadou Bamba, c'est l'un des écrivains les plus prolifiques de l'Afrique et même du monde. Hein. Il a écrit des milliers et des milliers de vers. Mais quand on analyse ses écrits, on voit toujours qu'il maintient cette dimension globalisante de l'islam, de l'humanité, etc. Et qu'il n'a pas une démarche, même s'il ne rejette pas la démarche confrérique, non, parce qu'une confrérie, c'est rien d'autre. Une tariqa, c'est une voie spirituelle qui doit mener l'aspirant, le mouride, vers Dieu. D'ailleurs, le terme mouride, il n'a pas inventé. Beaucoup ne le savent pas. Il a pris le terme mouride de la terminologie soufie, parce que chez les soufis, le mouride, c'est le novice spirituel, celui qui vient... Parce que tous les livres des autres guides religieux... C'est El Hadj Malick, on trouve le mot mouride dans ses écrits, dans les écrits de Ahmed Tidiane, etc. Donc c'est pour vous dire qu'il avait cette démarche universalisante. Maintenant, à côté, il fallait
Donc il y a des disciples qui sont attachés à lui et qui veulent quand même matérialiser cette vision-là. Maintenant, ces disciples-là se sont organisés sociologiquement parlant, sous une forme confrérique. C'est comme ça qu'on peut faire peut-être la part des choses. Parce que vous avez bien spécifié le moment où, peut-être comme vous l'avez dit, à partir du décès de son père, où sa vision politique est vraiment a commencé à ressortir. Où il a dit ceux qui sont là simplement pour des études académiques peuvent partir, ceux qui veulent vraiment entrer dans un autre paradigme peuvent rester. Comme vous l'avez bien précisé, il y en a beaucoup qui sont partis. Absolument. Donc peut-être c'est à partir de ce moment que sa vision politique est véritablement née. Voilà, mais là peut-être ce qu'il faut préciser, parce que bon, j'ai reçu quand même pas mal de critiques sur ça. Et ça, vous voulez vous dédier? Non, c'est important, parce qu'une œuvre, elle n'a de valeur que par rapport à la critique. Parce que sans la critique, bon, je pense qu'une œuvre intellectuelle ne vaut pas grand-chose. L'utilisation du mot politique pose problème. Parce que la politique, c'est la gestion de la cité, sans rien d'avoir sans aucune connotation péjorative. Voilà, mais beaucoup d'entre mes concitoyens et condisciples, quand ils ont vu le titre, la vision politique de Cheikh Ahmadou Bamba, beaucoup ont tiqué. Parce que ce qu'on connaît, nous, de Cheikh Ahmadou Bamba, des Seydi El Hadji Malick, etc., c'était des soufis qui se retiraient, qui s'éloignaient de la politique. Mais là, c'est pourquoi j'ai quelque part rappelé ce que devait être et ce qu'était la vraie politique. J'appelle la politique cité. L'art de gérer et d'organiser la cité. Pourquoi faire? Pour rendre les gens le plus heureux possible sur le plan économique, sécuritaire, moral, spirituel, etc. Donc, si on se rapporte à cette définition primaire étymologique de ce concept-là, on verra que l'islam est politique. Maintenant, ça, c'est différent de la politique politicienne qu'on connaît. Oui, absolument. Mais donc, il fallait faire cette... C'est pourquoi moi, je pense qu'il est... Vous êtes même allé aux sources de la politique à Médine avec le prophète. Voilà. Donc, tout ça, vous l'avez bien précisé. Mais vous dites que c'est un essai sur les relations entre les mourites et le pouvoir politique. Donc, pour parler de sa vision politique qui était vraiment réelle, avant de passer la parole à mes camarades, je voulais insister sur ce point-là. Vous en avez beaucoup parlé. C'est ce que vous appelez le compromis ou la compromission. Parce que beaucoup de gens peut-être ne le savent pas. Le cheikh a eu à avoir des actes politiques forts. Vous l'avez précisé, ne serait-ce que quand il fallait... quand le franc, je pense, le franc français était au plus bas, quand l'économie française était au plus bas, il a eu à faire des dons. Quand on dit 500 000 francs, je pense, en 1900, je sais pas, 1904 ou des choses comme ça, 1906, 26, 500 000 francs, ça représente des milliards peut-être aujourd'hui. Parce que la collecte globale, comme vous l'avez dit, dans tout le Sénégal, c'était 3 800 000, donc il avait à peu près 13% de toute la contribution qui a été faite par le cheikh. Ça, ce sont des actes politiques concrets et très forts qu'il a eu à poser. Vous avez aussi rappelé qu'il a eu à soutenir le Blaise Diagne lors de son élection. Blaise Diagne qui était, tout le monde l'a présenté comme un grand franc-maçon avec tout ce qui s'ensuit. Donc ça, ce sont des actes qu'il a eu à poser. Vous vous êtes posé la question en tant que chercheur, en tant que scientifique. Est-ce qu'à la fin de sa vie, il a eu à faire des compromis ou des compromissions? Et vous avez essayé d'expliquer un peu dans le livre que ce n'était peut-être pas le cas et qu'il fallait beaucoup relativiser. Voilà, ce dont vous parlez, c'est ce que les chercheurs appellent accommodation. Donc c'est ça, c'est selon beaucoup de chercheurs qui ont eu à faire des études sur les rapports entre les grands chefs religieux et les pouvoirs coloniaux et même post-coloniaux. Beaucoup ont vu que les différentes étapes des relations ne sont pas toujours les mêmes. Notamment, pour le cas d'espèce, beaucoup ont vu qu'à partir de l'étape de 1912 à Diourbel, il y a eu quand même un changement dans la nature des rapports entre le pouvoir colonial et Cheikh Ahmadou Bamba. Moi, ce que j'ai essayé de démontrer dans le livre, c'est de voir, d'aller à la bibliographie de Cheikh Ahmadou Bamba pour voir qu'est-ce qui pouvait expliquer ce comportement. Et là, il a... Par exemple, là, j'ai repris les versets où un document très simple où il dit à chaque étape quel est le verset de Dieu qui l'a inspiré. Par exemple, même ça, je pense que c'est facile à comprendre. Par exemple, parce que puisque lui, son modèle par excellence, c'était le prophète alayhi salatu wassalam. Même dans la trajectoire du prophète, on voit que la nature de ses rapports avec ses adversaires, ses ennemis, n'était pas toujours les mêmes. La nature de ses rapports à la Mecque, où ils étaient minoritaires, etc., où ils étaient dominés, n'était pas la même. On n'avait pas les mêmes rapports à Médine, si vous voulez. Donc,
dans le cas d'espèce, donc j'ai essayé de démontrer qu'est-ce qui motivait sa démarche. Maintenant, ce qui me semble... 500 000 francs, est-ce qu'il n'y avait pas des gens qui en avaient besoin au Sénégal donner 500 000 à la France je pense qu'il y a un malentendu. Parce que quand on dit donner 500 000 francs, c'était l'État du Sénégal. En ce moment-là, c'était l'État colonial. Tout à fait, oui. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire il a fait ce don-là à l'État du Sénégal, qui avait des problèmes de trésorerie. Oui. Voilà. Mais quand même, on peut savoir que c'était un peu dans un contexte d'adversité. Voilà. Donc, il était en face de gens qui l'avaient brimé et qu'il a eu à pardonner, c'est vrai. Voilà. Mais comme on dit, la question qu'on se pose aussi, c'est toujours, est-ce que... Comment, vous, en tant que chercheur, comment vous percevez ça? Moi, la façon dont je le perçois est très simple. C'est-à-dire, sa vision politique, pour moi, c'est la khidma. La khidma, ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettre au service des créatures pour la face de Dieu. Donc, se mettre au service de la cité. Se mettre au service de la cité, il y a plusieurs manières de se mettre au service de la cité. Une manière de le faire, c'est de les éduquer et de les mettre sur le droit chemin. Donc, c'est ce qu'il a fait avec la Tarbiya. Il a fondé des daras. Se mettre au service de la cité, c'est créer une ville, Touba, qui devait être le laboratoire donc, de ce message prophétique. Se mettre au service de la cité, c'est assister dans la vie de tous les jours, socialement, psychologiquement, les musulmans et les citoyens. Moi, je pense que des actes comme ça, parce qu'il y en a eu d'autres, parce qu'il a eu à participer dans le financement d'un hôpital, des choses comme ça. Donc, pour moi, tout ça, c'est comme... Et aussi pendant la Première Guerre mondiale pour prendre un exemple récent, c'est comme le geste peut-être du Khalif général des Mourides lors des dernières inondations qui a eu à donner 1 milliard à la République sous forme de contribution. Comparaison n'est pas raison, vous me direz, parce que là, c'est pas dans le même contexte. Non, ça dépend, parce que, bon, si on tire le raisonnement jusqu'au bout, on peut se poser les questions. Est-ce que nos gouvernements actuels sont vraiment... Voilà. Est-ce qu'ils sont mieux lotis que... Voilà. Je vais passer la parole à Nina, comme ça on peut continuer un peu plus dans le débat. Merci Alun, merci beaucoup. Je commencerai déjà par remercier M. Abdulaziz Maké. Par rapport à la qualité de l'ouvrage, on sent qu'il y a vraiment le sens de la critique. Et là, vous ne pouvez pas échapper parce que vous avez la position de chercheur. Donc, du coup, vous ne pouvez pas ne pas être critique par rapport à un sujet, même quand bien même vous faites partie, vous êtes membre, vous êtes partie intégrante, vous ne pouvez pas ne pas être critique parce que vous êtes chercheur. Là, peut-être le mérite, on ne peut pas dire que vous avez du mérite par rapport à ça, vous étiez obligé d'être critique. Vous avez eu l'audace et beaucoup de courage, parce que ce n'est pas évident d'être partie intégrante d'une confrérie et de pouvoir parler librement de certaines choses. Et pour ça, je ne peux que vous féliciter. Je vous félicite également pour la qualité de l'écriture et la qualité de l'ouvrage. Parce qu'on en apprend beaucoup de choses. Pour nous autres qui sommes carrément hors de cette sphère et qui sommes apprenants, on en apprend des choses. Moi j'ai été j'ai beaucoup de points sur lesquels je sais qu'Alun ne me laissera pas faire, mais j'essaierai de quand même être très synthétique et de résumer par rapport à cela. Ce qui est intéressant, et par là où vous commencez en nous parlant, déjà vous parlez de saison au lieu de parler de chapitre. Pourquoi vous avez fait ce choix? Ça, c'est la première question que je vous poserai avant de développer par rapport à... Pourquoi vous parlez de saison au lieu de parler de chapitre, comme ça se fait dans tous les ouvrages pour respecter les règles d'édition? Bon, peut-être que c'est pour utiliser une terminologie un peu à la mode. Hein. C'est pour être à l'ère du temps, pour ne pas dire de la saison. Hein. Donc, en tout cas, je vous remercie, je vous félicite pour la qualité de l'ouvrage. Quand on en vient maintenant au fond, vous avez commencé par la première saison en nous parlant du prince et du marabout. Vous l'intitulez Le prince et le marabout. Et ici, vous nous parlez un peu de ce que les Sénégalais parlent souvent, de ce qui peut être l'actualité. Ces relations qu'il y a entre les pouvoirs et les marabouts.
peut-être qu'à une certaine époque, ce n'était pas assez visible parce que nous étions dans un pays où les médias n'avaient pas une certaine ampleur. Nous n'avions pas autant de médias que nous en avons aujourd'hui, autant de supports quand on parlait de presse écrite, de télévision et de radio. Et ce qui se passe, c'est que de plus en plus, c'est visible. Et vous le dites dans le livre, nous parlons de l'époque de l'alternance, de l'époque de Wade. Et on en arrive à ce terme dont on a parlé souvent. Comment ils le disent encore? Pour les élections, on nous parle de consigne de vote, de ndigal. Alors, on en vient à ce ndigal parce que nous avons vu et nous avons peut-être à la limite dit les pouvoirs politiques sont en train d'utiliser le religieux pour leurs propres intérêts. En nous disant peut-être qu'à la limite, certains sont assez hypocrites pour se dire qu'ils font partie de telle confrérie ou de telle autre, mais leur objectif, c'est d'avoir des voix, c'est d'avoir un électorat. Et nous savons que l'électorat mouride est important. Donc, avec Abdoulaye Wade, nous avons vu ce que ça a donné avec l'alternance. Nous parlons de consignes, et vous le dites vous le précisez dans l'ouvrage. Mais j'aimerais qu'on puisse creuser dans cette partie par rapport à votre réflexion là-dessus. Parce que vous dites des choses très importantes en nous parlant un peu de ces chercheurs, de ces journalistes, de ces politologues qui en parlent, mais qui oublient souvent de citer d'autres, de citer Cheikh Ahmadou Bamba, de citer El Hadj Malick, de citer tant d'autres. Dites-moi, quelle est votre position en tant que chercheur par rapport à ces consignes, par rapport à ce ndigal de vote, en dehors du fait que vous en parlez dans le livre? Ok, merci Sokhna Nina, comme je disais. Merci à vous. De cette question. Voilà, je pense que c'est une question centrale. Et très sensible. Voilà, très sensible. D'ailleurs, lorsque j'énumérais les obstacles, je voulais citer parmi ces obstacles-là, celui-là, c'est-à-dire la difficulté pour un chercheur de faire des efforts pour se départir de sa subjectivité, de s'extirper de son milieu pour avoir un regard assez critique sur la bonne marche des choses. Ce ne fut pas chose facile, je l'avoue, mais bon, nous avons essayé autant que nous avons pu. Voilà. Maintenant, pour comprendre certaines dérives, parce qu'on peut l'appeler comme ça, donc, dans ces relations-là, je pense qu'il est très important de restituer quand même ce que devaient être ces relations-là, pour mieux comprendre en quoi certains comportements sortent de la ligne. Parce que pour parler, pour voir que ça sort de la ligne, il faut d'abord définir la ligne. Donc, ce que nous avons essayé de faire à travers ces recherches-là, c'est de voir, d'après la démarche de Cheikh Ahmadou Bamba et de l'islam, que devait être la nature des relations entre le politique et le religieux. C'est ça que nous avons essayé de faire, en nous appuyant sur des documents assez inédits. Bon, si on s'appuie si on fait cette recherche-là, on voit que le religieux et le politique doivent et peuvent avoir des relations. Mais ces relations-là doivent être commandées par un certain nombre de principes très importants. Celui qui représente la religion, en principe, il doit défendre les intérêts de la religion, les intérêts moraux, sociaux, des musulmans, des citoyens, etc. Donc dans la justice et les principes divins. Donc c'est ça en fait. Donc un religieux, normalement, quand il a des relations avec un homme politique, il doit défendre les intérêts de la religion et les intérêts des humains, des citoyens. Donc c'est comme ça que ça doit se passer. Autrement, il aura trahi la mission pour laquelle il a été désigné. Ça c'est clair. Et ça, on le trouve de façon très critique dans l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Si on va par exemple dans Massalikul Jinan, dans Jawharatul Nafis, dans ses ouvrages, nous verrons qu'il parle de ces religieux-là qui, au nom de la religion, en réalité, courent derrière des intérêts crypto-personnels qui n'ont rien à voir avec la religion. Donc là, je pense que ce sont les religions qui ont été les premiers critiques envers ces types de démarches. Et là, c'est important de le rappeler. Parce que quand par exemple, je me présente comme un chercheur mouride, les gens, ils tiquent en général, ils disent comment peut-on être mouride et avoir l'esprit critique? Parce qu'en fait, tellement il y a de clichés, de préjugés sur lesquels peut-être je ne pourrais pas revenir. Mais tout juste pour peut-être, si vous ne le savez pas, il y a à l'intérieur même de la communauté mouride. On connaît aussi un chercheur comme le professeur Khadim Baké aussi, qui a aussi cette objectivité dans ses recherches. Donc là, par exemple, un exemple que beaucoup de mouridistes connaissent, c'est par exemple un poète mouride célèbre qui est Serigne Baye Diakhaté, écrit des wolofal, des poèmes en wolof, qui sont très critiques
sur le comportement de certains mots externes. Donc tout ça pour vous dire que la critique, elle est là. Maintenant, pour répondre à votre question, le ndigal et tout ça, je pense que pour mieux appréhender ces questions-là, nous avons besoin quand même de rappeler les paradigmes qui sont en jeu. D'un côté, il y a ce que j'appelle le paradigme républicain, qui est là, la démocratie, la république, l'équilibre des quatre pouvoirs, etc., qui est un modèle que nous avons hérité de quelque part et que nous essayons quand même de matérialiser dans notre pays avec les difficultés que cela pose. Maintenant, face à ce modèle-là, il y a quand même au Sénégal et dans l'histoire du Sénégal d'autres démarches qui ne s'identifient pas forcément aux valeurs des Lumières, notamment la valeur d'autorité. Autorité, ça veut dire ndigal, amr. Et ça, c'est une notion coranique. Dans le Coran, il y a un verset où le Seigneur dit « Vous les croyants, obéissez à Dieu, obéissez au messager et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité, le ndigal. » Donc, dans l'islam, la notion de suivre l'autorité est une notion qui est réelle, qui est là. Voilà. Donc, les mourides, ils se sont organisés autour de ça. Je n'ai pas le temps de venir sur les autres dimensions, parce que le ndigal, c'est peut-être nous qui avons même fait la distinction entre le ndigal politique et les autres types de ndigal. Parce que le mouride, sa vie est régie par le ndigal. Pour aller au champ, on dit il y a le ndigal. Pour construire la mosquée Massalikul Jinan, on dit le ndigal. Donc le ndigal, c'est le commandement qui fait bouger les choses. Maintenant, dans la réalité, il peut arriver, comme dans toute chose, qu'il y ait des usurpateurs ou bien des personnes qui n'ont pas toujours la bonne intention qu'il faut, qui peuvent utiliser ces instruments-là. Mais cela ne remet pas en cause la noblesse du principe en tant que tel. Parce que si on analyse bien, qu'est-ce qui vaut au Sénégal cette stabilité qu'elle a? Mais quelque part, c'est à travers le ndigal. Pourquoi je le dis? Parce que le Sénégal, parmi ses caractéristiques, ce n'est pas le seul pays, on a de grands guides religieux qui peuvent calmer le jeu quand il faut. Et ce qui est très bizarre, hein, et je n'ai pas manqué de m'en moquer dans certains de mes articles, ceux qui fustigent ce ndigal-là, qui disent non, c'est contraire aux principes républicains, démocratiques. Et quand le pays est en train de brûler, ils disent pourquoi les marabouts ne donnent pas le ndigal pour que les gens se calment. Donc je pense que tout ça, c'est un peu plus profond que ça, pour vous dire que quand même la réflexion mérite d'être approfondie sur ces notions de ndigal, ces notions sur ce qui dévoie ces relations-là, aussi bien du côté des politiques que des religieux. Parce que la réalité, c'est que il y a, comme dans tout groupe, il y a des éléments vertueux et des brebis galeuses. Donc maintenant, pour moi, ce qu'il s'agit de faire, c'est de faire la part entre la bonne graine et l'ivraie. Et pour cela, on ne peut pas faire l'économie d'une recherche approfondie, à notre sens, et aller aux sources même de la doctrine. Est-ce que je termine à l'une avec un seul aspect. Par rapport à ce ndigal, justement, parce que je pense qu'aujourd'hui, il est important